Ocean Springs, une ville chaleureuse sur la côte du Mississippi, était connue pour son rythme de vie calme et mesuré. Lauren Johansson était l'une de celles qui ont rendu ce monde un peu meilleur. Elle prenait soin des animaux, aidait les refuges locaux et rêvait de créer un centre où chaque animal sans abri pourrait trouver un abri. Mais le matin du 3 juillet 2024, ses proches ont senti l'équilibre familial s'effondrer. Lauren n'est pas rentrée chez elle, et son téléphone était injoignable. Un étrange message envoyé depuis son numéro a alerté le père de Lauren. Ces événements ont marqué le début d'une histoire troublante qui révélera la terrible vérité sur ce qui se passe lorsque le système conçu pour protéger échoue. Lauren Johansson est née le 30 octobre 2001 à Ocean Springs. Cet endroit était célèbre pour ses paysages pittoresques, ses rues tranquilles bordées de chênes centenaires et ses larges plages qui attiraient de nombreux touristes. Mais pour Lauren, Ocean Springs était plus qu'un simple endroit magnifique. C'était l'endroit où elle trouvait le soutien, l'attention et l'amour de sa famille. Ses parents, Robert et Tamela, ont élevé Lauren avec un amour incroyable. Elle avait 2 sœurs aînées qui étaient confrontées à des limitations dès la naissance en raison de problèmes médicaux complexes. Lauren s'était activement impliquée dans les soins de ses sœurs dès son plus jeune âge, aidant ses parents à faire face à leurs tâches quotidiennes. Ces circonstances ont créé chez elle un fort sentiment de responsabilité. Malgré son jeune âge, elle savait prendre soin des autres, essayant toujours de rendre la vie plus facile à ses proches. L'amour de Lauren pour les animaux a commencé dès son enfance. Elle était fascinée par toutes les formes de vie, des animaux domestiques aux créatures sauvages de la forêt. Ses parents ont soutenu son intérêt, et au fil des années, cet amour est devenu quelque chose de plus qu'un simple passe-temps. Adolescente, Lauren a commencé à faire du bénévolat dans des refuges pour animaux locaux, traitant et prenant soin des animaux blessés ou abandonnés. Elle ne se limitait pas seulement aux chiens et aux chats. Lauren s'occupait de chevaux, d'oiseaux et même d'animaux sauvages en détresse. Ses traits de caractère, la gentillesse, l'attention et la détermination ont conduit Lauren à décider de devenir infirmière. Déjà au lycée, elle était fermement décidée à se consacrer à aider les gens. Après le lycée, Lauren s'est inscrite en soins infirmiers à l'Université du Sud du Mississippi. Étudier était facile pour elle, grâce à son travail acharné et à son intérêt sincère pour la profession. Ses résultats d'examen ont confirmé qu'elle avait choisi la bonne voie. Lauren a rencontré Bryson Rivers au lycée. Bryson attirait l'attention avec son charisme, son succès dans le sport et sa réputation d'homme parfait. Leurs chemins se sont croisés lors d'un événement scolaire où ils étaient tous deux bénévoles. Ce qui n'était au départ qu'une conversation simple s'est rapidement transformé en intérêt romantique. À l'école, Bryson a démontré d'excellents résultats tant sur le plan scolaire que sportif. Il était parmi les meilleurs élèves, recevant régulièrement les éloges de ses professeurs pour sa discipline et son travail acharné. Il a particulièrement réussi en athlétisme et en football américain. Son succès sur le terrain a fait de lui une star de l'équipe scolaire, ce qui lui a apporté une popularité auprès de ses pairs. Ses professeurs ont vu en lui un grand potentiel et ses amis ont admiré sa capacité à atteindre ses objectifs. Dans le contexte d'une telle réputation, sa relation avec Lauren paraissait exemplaire, son entourage les considérait comme un couple idéal. Tous deux étaient ambitieux, motivés et semblaient parfaitement adaptés l'un à l'autre. Lauren aimait raconter à ses amis à quel point son nouveau petit ami était attentionné et attentionné. Bryson, à son tour, complimentait volontiers Lauren et l'accompagnait à tous les événements importants. Cependant, au fil du temps, des signes alarmants ont commencé à apparaître. Au début de leur relation, Bryson a commencé à manifester un besoin excessif de contrôle. Au début, cela s'exprimait par des demandes apparemment anodines de passer plus de temps ensemble et de partager des détails sur chaque journée. Mais bientôt, ces demandes ont commencé à se transformer en exigences.
Bryson a commencé à être jaloux de Lorraine et de tous les gars autour d'elle, y compris ses amis et camarades de classe. Il a insisté pour qu'elle limite ses contacts avec les membres du sexe opposé, sauf ceux qu'il considérait comme sûrs. Les amis de Lorraine ont remarqué des changements dans son comportement. Elle a commencé à assister moins souvent aux réunions, à essayer de ne pas discuter de ses problèmes et à de plus en plus justifier les actions de Bryson. Elle a même attribué son comportement parfois dur au stress lié à ses études et à sa préparation au service militaire. À mesure que la jalousie de Bryson grandissait, sa manipulation grandissait également. Il a utilisé la culpabilité pour convaincre Lorraine que ses actions étaient justes. Toute tentative de la fille de protéger ses limites a abouti à des querelles, après quoi Bryson l'a convaincu qu'il faisait tout pour le bien de leur relation. Ce comportement est devenu la norme, et Lorraine s'est de plus en plus adaptée à ses attentes. Au fil des années, l'influence de Bryson est devenue plus perceptible. Il alternait habilement gestes d'attention et pression émotionnelle, ce qui créait chez Lorraine un sentiment de dépendance. Cela l'a amenée à devenir aveugle, au signe d'une dynamique malsaine dans leur relation. Les gens autour d'elle ont essayé de la prévenir. Mais à chaque fois, elle trouvait une excuse au comportement de Bryson, lui assurant qu'il était une bonne personne et qu'il traversait simplement une période difficile. La situation s'est aggravée lorsque Bryson est devenu physiquement agressif pour la première fois. C'est arrivé lors d'une de leurs disputes. Bryson éleva la voix, commença à accuser Lorraine de ne pas l'apprécier suffisamment, puis lui attrapa le bras pour l'empêcher de partir. Ce moment a été le premier épisode où son comportement a franchi la ligne de ce qui était acceptable. Lorraine a essayé d'expliquer à ses amis ce qui s'était passé, mais elle-même a trouvé une excuse, disant que Bryson était bouleversé et ne voulait pas la blesser. Les amis de Lorraine ont de plus en plus remarqué son état dépressif. Elle a commencé à éviter de parler de ses relations, même si elle partageait volontiers ses joies. Ses proches ont commencé à exprimer leur inquiétude, surtout après qu'elle a mentionné que Bryson s'était plaint à plusieurs reprises de son comportement, qui, selon lui, provoquait des conflits. Ses amis ont essayé de la convaincre qu'une telle attitude était inacceptable, mais Lorraine a ignoré cette idée, considérant qu'il s'agissait d'une difficulté temporaire. Un autre signe alarmant était le comportement de Bryson dans les lieux publics. Il pouvait interrompre brusquement Lorraine dans une conversation ou faire une remarque s'il pensait qu'elle attirait trop l'attention. Un tel incident s'est produit lors d'une réunion entre amis, lorsque Lorraine a simplement remercié le serveur pour son service. Ce geste irrita Bryson, et il passa toute la soirée à essayer de lui démontrer son mécontentement, en le soulignant dans sa conversation avec elle. Le père de Lorraine, Robert, commença également à remarquer des changements, même s'il n'a jamais vu de démonstration directe d'agressivité de la part de Bryson. Son intuition lui disait que le jeune homme cachait ses véritables intentions. Il a essayé de parler à Lorraine à plusieurs reprises, mais elle a refusé de reconnaître le moindre problème, expliquant que son père était trop exigeant et essayait simplement de la protéger. Le point culminant fut que Lorraine arrêta complètement de partager ses sentiments avec les autres. Chaque fois que ses amis et sa famille essayaient d'aborder le sujet de sa relation, elle changeait brusquement de sujet, ou trouvait des excuses pour Bryson, imputant son comportement au stress, à la fatigue ou aux pressions du travail. Un sentiment se forme dans son esprit, se disant qu'elle devait elle-même travailler à ne pas le provoquer. Ces signes d'agression et de manipulation créèrent un cercle vicieux pour Lorraine. Elle s'éloigna de plus en plus de ceux qui pouvaient l'aider et succomba de plus en plus à la pression de Bryson. Son conflit intérieur devenait évident pour ses proches, mais ils n'ont pas pu influencer sa décision. Lorraine croyait qu'elle pouvait faire face à la situation, sans se rendre compte qu'elle était déjà émotionnellement et psychologiquement dépendante de son partenaire. Lorraine et Bryson ont prévu un voyage à Nashville en décembre 2023. Bryson était temporairement en congé de l'armée et Lorraine était en vacances d'hiver à l'université. Pour elle, ce voyage était l'occasion de s'éloigner un peu de la routine quotidienne, et pour lui,
C'était une chance de se montrer comme un partenaire attentionné. Le couple avait prévu de passer quelques jours à profiter de l'atmosphère de la ville, à visiter des sites touristiques et à se détendre ensemble. Le voyage a commencé sans problème. Ils ont passé les premiers jours à arpenter les rues, à découvrir les sites locaux et à visiter divers établissements. Bryson semblait calme et appréciait leur temps ensemble. Cependant, malgré le bien-être apparent, la tension persistait entre eux. Lorraine a ressenti la pression de son partenaire, mais a continué à ignorer les signes avant-coureurs. Le 11 décembre, le couple s'est rendu dans un bar local pour regarder un match de football important pour Bryson. En tant qu'ancien athlète, il est resté fan de son équipe favorite, et même un voyage ne pouvait pas lui faire manquer la diffusion. Le début de soirée était calme. Il s'asseyait à une table, commandait des boissons et regardait le match. Lorraine semblait détendue, même s'il y avait une légère fatigue dans ses yeux. La situation a radicalement changé lorsque Lorraine est allée aux toilettes. Elle demanda au serveur où se trouvaient les toilettes et s'est dirigée dans la direction indiquée. Quelques minutes plus tard, un serveur marchait dans le même couloir, une coïncidence qui rendit Bryson injustement méfiant. Lorsque Lorraine revint à la table, elle remarqua que Bryson était devenu tendu. Il l'accusa d'avoir délibérément attiré l'attention du serveur et a même fait allusion à une trahison inexistante. La dispute a rapidement dégénéré, Bryson exprimant son mécontentement sur un ton élevé, ignorant les tentatives de Lorraine pour le calmer. Des témoins ont noté plus tard que Lorraine avait essayé d'éviter le conflit, mais Bryson a continué à insister sur sa version. Ils quittèrent bientôt l'établissement et se dirigèrent vers une voiture garée à proximité. Une fois dans la voiture, la tension atteint son paroxysme. Bryson bloqua les portes pour que Lorraine ne puisse pas sortir. Il lui prit son téléphone, l'empêchant d'appeler à l'aide, et commença à lui crier dessus. Puis sa colère s'est transformée en agression physique. Il commença à la battre, ignorant ses cris et ses tentatives de défense. Lorraine a essayé d'attirer l'attention en frappant aux fenêtres et en klaxonnant. Mais malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait pas une seule âme dans les environs. Après quelques minutes d'intimidation, Bryson a démarré la voiture et a commencé à conduire dans les rues désertes, ignorant les supplications de Lorraine de s'arrêter. Il la menaçait, lui promettant de laisser son corps dans la forêt pour que personne ne le retrouve jamais. Quelques minutes plus tard, il s'est garé sur un terrain vide où l'agression a continué. Lorraine a désespérément essayé de fouiller dans son sac pour récupérer l'arme qu'elle portait pour se défendre. Cependant, Bryson a arrêté sa tentative en lui arrachant le sac des mains. L'agression dure environ 1 heure. Pendant tout ce temps, Lorraine était soumise à une cruauté insupportable. Bryson a non seulement continué à la frapper, mais il l'a également menacée, tout en restant complètement froid. Plus tard, dans les enregistrements que Lorraine avait réussi à activer sur son téléphone, on pouvait l'entendre parler avec indifférence de la façon dont sa tête commençait à ressembler à une boule de bowling. Grâce à un appel que la mère de Bryson passa à son fils à ce moment-là, Lorraine cria, la suppliant d'appeler la police. La femme a immédiatement compris que quelque chose de terrible se passait et a contacté la police, même si elle ne connaissait pas leur emplacement exact. Heureusement, le père de Lorraine put localiser sa position grâce à une application de suivi installée sur les téléphones des membres de la famille. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a entendu les cris de Lorraine provenant de l'intérieur de la voiture. Les agents ont immédiatement ouvert la porte et ont vu que Bryson tenait toujours Lorraine, qui était mutilée et couverte de sang. Son visage et son corps présentaient de multiples blessures et elle pouvait à peine parler. Bryson a été immédiatement arrêté et Lorraine a été emmenée à l'hôpital. Son état a choqué les médecins. De multiples contusions, gonflements et ecchymoses témoignaient de la douleur insupportable qu'elle avait ressentie. Cependant, malgré tout ce qui s'est passé, Lorraine refusa de porter plainte.
Elle a expliqué sa décision en disant qu'elle ne voulait pas ruiner la vie de Bryson et sa carrière dans l'armée. En prison, Bryson a tenté à plusieurs reprises de contacter Lorraine, profitant de la liberté insaisissable de la prison. Dans ses appels, il l'a exhortée à changer son témoignage, promettant qu'il ne lui ferait plus jamais de mal. Cédant à sa manipulation, Lorraine accepta de modifier sa version initiale des événements, ce qui affecta considérablement le cours de l'affaire. Après son arrestation, Bryson Rivers avait été placé en détention en attendant son procès pour agression sur Lorraine. Malgré la gravité des accusations et les preuves de sa culpabilité, y compris les enregistrements audio et le propre témoignage de Lorraine, le tribunal a décidé qu'il pouvait être libéré sous caution. Le montant initial de la caution était arrêté à 250 000 $, ce qui avait temporairement assuré son maintien en détention. 6 mois plus tard, Bryson et ses avocats ont déposé un appel pour réduire sa caution. Le juge accepta la demande, réduisant la caution à 150 000 $. Cette décision surprit de nombreuses personnes, y compris la famille de Lorraine, qui pensait que la réduction de sa caution augmenterait le risque de nouvelles agressions. Cependant, la somme a été payée par la mère de Bryson, et il a été libéré en attendant son procès. Selon les termes de sa libération, Bryson devait porter un bracelet GPS électronique pour suivre ses déplacements. Il lui était interdit de quitter Nashville, d'approcher Lorraine ou de tenter de la contacter. Cependant, en raison de la confusion bureaucratique, ces conditions n'ont pas été correctement respectées. Le policier qui avait accompagné Bryson au centre d'installation du bracelet GPS n'avait pas été informé des restrictions strictes. En conséquence, le bracelet a été configuré de manière incorrecte, ses paramètres ne prenaient pas en compte l'interdiction de quitter les limites de la ville. L'erreur a été possible en raison d'un manque de coordination entre les différents départements. Les documents de libération n'ont pas été soumis au bon centre à temps, et le personnel impliqué dans la mise en place du bracelet a été contraint de se fier à la propre parole de Bryson. Il avait fourni de fausses informations en omettant de mentionner l'interdiction de quitter Nashville et de se rapprocher de Lorraine. Quelques jours après sa sortie, le bracelet a commencé à se décharger. Bryson avait reçu une notification pour charger son appareil, mais l'a ignoré. Lorsque l'appareil était complètement déchargé, le contrôle de ses mouvements était perdu. Ce fait a été porté à la connaissance du personnel du centre de surveillance, mais aucune mesure immédiate n'avait été prise. Ils n'ont pas prévenu la police à temps, permettant ainsi à Bryson de violer les conditions de sa libération sans entrave. La famille de Lorraine n'en avait été informée que quelques jours plus tard. Le père de Lorraine, Robert, avait été alerté par les forces de l'ordre que le bracelet ne fonctionnait plus et que l'endroit où se trouvait Bryson était inconnu. Mais au lieu d'agir immédiatement, la police s'est limitée à relayer cette information par un message vocal laissé sur le répondeur de Robert. Réalisant que la police ne prenait pas la situation suffisamment au sérieux, la famille de Lorraine a commencé à agir elle-même. Robert contacta le service de police local, exigeant que des mesures urgentes soient prises pour retrouver Bryson. Il a également insisté pour vérifier l'appareil GPS dans la voiture de sa fille pour éviter une tragédie et découvrir l'emplacement éventuel de Bryson. Malgré les efforts de la famille, la recherche de Bryson restait infructueuse. Plusieurs jours après que le bracelet ait cessé de fonctionner, son emplacement était toujours inconnu. Robert avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir que la police prenne des mesures supplémentaires, soulignant la menace directe qui pesait sur la vie de sa fille. La situation s'est aggravée le 2 juillet, lorsque la police a reçu la confirmation officielle que les conditions de libération avaient été violées. À ce moment-là, Bryson était déjà dans un endroit inconnu et son téléphone était éteint. Les policiers ont émis un mandat d'arrêt contre lui, mais la décision est arrivée trop tard. Il n'y avait plus de temps pour prévenir les conséquences. Le jour de la disparition de Lorraine, son père avait essayé de la contacter à nouveau, mais ses appels sont restés sans réponse. Plus tard, il reçut un message de son téléphone,
dont le texte lui a semblé suspect. Robert s'est rendu compte que ce message n'avait pas pu être écrit par sa fille. Il a immédiatement appelé sa deuxième fille, qui vivait avec Lorraine, pour vérifier où elle se trouvait. La sœur de Lorraine s'est réveillée après l'appel et a découvert que la porte d'entrée de l'appartement était ouverte, les caméras de sécurité éteintes et la voiture de Lorraine disparue de son emplacement habituel. Elle a immédiatement signalé l'incident à Robert, qui a immédiatement contacté la police pour signaler la disparition de sa fille. Malgré toute l'attention de la famille et les preuves fournies, la police n'était pas pressée de commencer une recherche active. Ce n'est que plus d'1 jour après que sa disparition a été signalé que les forces de l'ordre ont accepté de commencer à traquer la voiture de Lorraine. Ces événements furent l'aboutissement d'un système de négligence qui avait permis de nombreuses irrégularités dans le traitement de l'affaire Brayson. La famille de Lorraine a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter la tragédie, mais ces efforts n'ont pas été suffisants en l'absence d'une réponse adéquate des forces de l'ordre. Le 3 juillet 2024, la police a finalement localisé la voiture de Lorraine grâce à un signal GPS. La voiture était garée dans une zone déserte à côté d'un cimetière situé à l'extérieur de la ville. L'endroit était célèbre pour son isolement, entouré de forêts denses et loin des routes très fréquentées. Un appel alarmant concernant l'emplacement de la voiture a immédiatement mobilisé les forces de l'ordre et le père de Lorraine, Robert. Avant que la police n'ait eu le temps de s'approcher de la voiture de Lorraine, un homme en a sauté et a immédiatement couru dans la forêt. C'était Bryson Rivers. La police l'a pris en chasse, mais la végétation dense a rendu la poursuite difficile, et ils l'ont perdu de vue. Robert, arrivé après la police, a couru vers la voiture, espérant retrouver sa fille. En ouvrant la portière, il vit une image terrible. Le corps de Lorraine gisait sur le siège arrière, enveloppé dans un drap et des sacs poubelles noirs. Son visage et sa tête étaient presque méconnaissables en raison de blessures graves. Robert, habitué à la vue des blessures dans sa profession médicale, a admis plus tard que même son expérience ne pouvait pas l'avoir préparé à un tel spectacle. Alors que certains policiers continuaient à rechercher Bryson, d'autres ont commencé à documenter la scène. Des taches de sang à l'intérieur de la voiture et sur les garnitures indiquaient que Lorraine avait été brutalement battue avant sa mort. Son père est resté sur les lieux jusqu'à la fin, malgré le fait que son état nécessitait des soins médicaux immédiats. La recherche de Bryson a continué pendant plusieurs heures. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques ont été mobilisés sur place et ont pu le détecter au plus profond de la forêt. La police l'a encerclé et il a été arrêté 9 heures après le début des recherches. Au moment de son arrestation, Bryson n'a opposé aucune résistance et semblait calme. Plus tard, Bryson Rivers a raconté sa version de ce qui s'est passé lors de l'interrogatoire. Il est arrivé chez Lorraine tôt ce matin-là, sachant qu'elle prévoyait de passer la journée seule. Elle ne répondait pas aux appels de Bryson pendant plusieurs jours, ce qui le rendait furieux et hors de lui. Il ne pouvait pas accepter le fait que Lorraine refusait de lui parler. Après avoir attendu qu'elle quitte la maison, il s'est approché d'elle dans la rue pour lui parler. Cependant, a-t-il déclaré, Lorraine a refusé de discuter de quoi que ce soit et a ensuite essayé de partir. À ce moment-là, Bryson l'a attrapée par le bras et a fait monter de force la jeune fille dans sa voiture. Lorraine a résisté, mais il a verrouillé la porte et commença à conduire. Selon ses aveux, il aurait emmené Lorraine dans un endroit désert à l'extérieur de la ville afin qu'ils puissent parler sans craindre d'être entendus. Cependant, la conversation s'est rapidement transformée en querelle. Lorraine exigeait d'être libérée et a menacé d'aller à nouveau voir la police, ce qui n'a fait qu'accroître la colère de Bryson. Il commença à lui crier dessus, l'accusant de trahison. Lorsque Lorraine essayait d'ouvrir la portière pour s'échapper, il la repoussait sur le siège. Après cela, tout dégénéra. Bryson la frappa en perdant tout contrôle. Il a dit qu'il voulait la calmer, mais au lieu de cela, il a commencé à utiliser la force physique et n'a pas pu s'arrêter, la frappant encore et encore. Après cette agression, Lorraine perdit connaissance.
Bryson a affirmé qu'il avait d'abord essayé de la réanimer, mais qu'après avoir réalisé qu'elle était déjà morte, il avait décidé de se débarrasser du corps. Il l'enveloppa dans une couverture qu'il trouva dans le coffre et la plaça sur le siège arrière de la voiture. Il a ensuite poursuivi sa route, s'arrêtant dans une zone abandonnée à côté d'un cimetière. Il y laissa la voiture avec le corps à l'intérieur, prévoyant de revenir plus tard pour cacher les preuves. Cependant, la police, qui surveillait ses déplacements, a retrouvé la voiture avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution. La nouvelle de la mort tragique de Lauren et de l'arrestation de Bryson a provoqué une large résonance dans la société. Les médias ont couvert non seulement la tragédie elle-même, mais aussi les nombreuses défaillances du système d'application de la loi qui lui ont permis d'échapper à une surveillance appropriée après sa libération sous caution. La famille de Lauren, en état de profond deuil, publia une déclaration reconnaissant la nécessité pour le public de s'attaquer aux problèmes du système judiciaire qui ont conduit à cette tragédie. La mère de Bryson, qui avait payé sa caution, a également été critiquée. Beaucoup se sont demandé si elle se rendait compte que ces actes pouvaient entraîner de telles conséquences. Cette décision elle-même avait été vivement condamnée par le public, même si la famille de Lauren ne l'avait jamais ouvertement blâmée. Les funérailles de Lauren ont été suivies par des amis, des membres de la famille et de nombreux résidents d'Ocean Springs qui furent choqués par l'histoire. Pour tous, la jeune Lauren restera un brillant exemple de gentillesse, de dévouement et de désir d'aider les autres. La famille de Lauren décida de créer une fondation en sa mémoire pour soutenir des projets de refuge animalier, ce qui était l'un de ses principaux objectifs dans la vie. Au même moment, les préparatifs du procès de Bryson étaient en cours. Considérant qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête pour l'agression contre Lauren, le tribunal s'est montré extrêmement strict. Cependant, l'existence même de la possibilité d'une libération sous caution fut à nouveau devenue un sujet de débat public. De nombreuses personnes se sont manifestées pour exiger une réforme de la loi afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent. Il a été accusé d'enlèvement, de meurtre au premier degré et de tentative de destruction de preuves. Le procès est en cours et le verdict final n'a pas encore été rendu, mais il semble qu'il risque la réclusion à perpétuité. La première question qui se pose est de savoir pourquoi, compte tenu de l'enregistrement audio de l'attaque, des déclarations des témoins et des preuves matérielles, Bryson a eu la possibilité d'être libéré sous caution pour la première fois. Cette décision a non seulement miné la confiance dans le système judiciaire, mais a également donné aux criminels une chance de poursuivre ses actions. Le manque de coordination entre les services, le non-respect des conditions de mise en liberté sous caution et une réponse tardive à la désactivation du bracelet GPS sont autant de maillons d'une chaîne d'erreurs qui ont finalement conduit à la mort de Lauren.